Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis tellement excité parce que je vous propose une session de jeu pour un titre que j'attendais et que je surveillais depuis longtemps. Il s'agit de Hadrian's Wall, un jeu qui prend un concept flip and write, c'est-à-dire que vous aurez deux grands immenses feuillets devant vous que vous devrez remplir à l'aide d'un crayon en utilisant les différentes ressources que vous allez obtenir et en gérant également les opportunités des cartes qui seront dévoilées en cours de partie. Votre objectif, construire le mur d'Adrien pour vous défendre contre les attaques déferlantes de troupes barbares, tout en prenant bien soin de mettre en place et d'établir une vie mondaine à l'intérieur de votre forteresse. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Hadrian's Wall, le mur d'Adrien, ce jeu pour 1 à 6 joueurs qui nous est proposé par la compagnie Renegade Games. Vous devez savoir que j'ai présentement la version anglaise sous les yeux, toutefois très peu de texte, si ce n'est que quelques mentions ici sur nos feuilles de jeu. Alors le jeu est présentement mis en place pour une partie en solitaire puisque c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer quelques tours et quelques manches de ce jeu pour vous donner un aperçu de ce qu'il propose. Alors, dès le début de la partie, les joueurs vont récupérer un plateau qu'ils vont assembler. Ils sont identiques pour tous les joueurs. Ils vont également récupérer deux feuilles qui vont représenter leur partie de la cité qu'ils vont pouvoir personnaliser à leur goût. Les joueurs vont également récupérer un paquet de 12 cartes de la couleur de leur choix. Ces cartes sont toutes identiques. On va mélanger également le paquet de la destinée et on va mettre ça de côté. Si on joue à plusieurs joueurs, eh bien les autres joueurs récupéraient également leurs éléments de jeu. Puisqu'on joue à une partie dans une configuration en solitaire, nous aurons ce paquet qui va simuler les opportunités que les autres joueurs vont nous donner. Alors dans une partie en solitaire, on n'affronte pas un autre joueur fictif, c'est plutôt un mécanisme de battre son propre score. On va essayer d'être le plus efficace possible. Il y a une charte dans le livret de règles qui nous indique comment on aura performé en fin de partie selon notre pointage. Alors, la mise en place est déjà commencée. Au début de la partie, on doit retourner une carte destinée. Et on va seulement, pour cette étape, consulter les ressources du bas. Alors, tous les joueurs, mais puisqu'on est en solitaire, on va récupérer les ouvriers et les ressources correspondantes. Alors, on a ici on a des soldats, on a un constructeur, un architecte, on a un serviteur, ou plutôt, disons-le ainsi, un esclave, on a deux civils et on a deux ressources. Cette carte va immédiatement être défaussée une fois que nous avons récupéré ces ressources. Par la suite, nous allons piocher deux cartes de notre paquet personnel et on aura un choix à faire avec ces cartes. L'une de ces cartes va se transformer pour nous en objectif de fin de partie, alors que l'autre va nous donner immédiatement des ressources ainsi que des opportunités pour l'une de nos actions éventuellement. Alors je crois que ce qui nous intéresse le plus en début de partie, c'est de regarder les deux différents objectifs. Alors si on décide de scorer cet objectif en fin de partie, on sera récompensé selon notre dédain. Alors le dédain peut être obtenu de différentes façons, mais en fait principalement lorsque les ennemis, les vagues d'ennemis vont nous attaquer. Si on faillit à notre tâche et qu'on ne réussit pas à les repousser, eh bien notre cité va récupérer du dédain. Alors moins on aura de dédain, plus on sera récompensé. Alors qu'ici, on est récompensé si on réussit à construire des bâtiments larges. Alors on voit plusieurs bâtiments, on en a un ici qui a la mention large, mais on en a d'autres également un peu plus loin. Alors je crois que le dédain, c'est toujours négatif. En fait, c'est toujours positif de ne pas en avoir beaucoup. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va donc essayer de réclamer cet objectif en fin de partie. On va donc venir l'insérer sous la manche en cours. On est à la première manche, la première année. Une partie se déroule en 6 ans. Donc, on vient de réserver cet objectif pour la fin de la partie, ce qui veut dire que nous allons en plus toucher les ressources qui sont indiquées sur cette carte, soit un architecte supplémentaire,
une ressource supplémentaire et cette carte va être ajoutée tout au bout du chemin puisqu'elle pourra nous donner une autre opportunité, peut-être en cours de partie. Oh, et je viens de remarquer que j'avais des cartes ici que j'avais oublié de remélanger. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire en début d'année, c'est de regarder notre production. On a 4 différentes sources de production dans ce jeu. Notre production de ressources qui, par défaut, en début de partie, est de 1. Donc, peu importe les ressources qui sont accessibles en début de partie, on va être assuré de commencer avec une roche supplémentaire et on aura également la possibilité, peut-être, si le cœur nous en dit et les opportunités se pointent pour nous, de construire également un hôtel pour avoir plus de civils, des ateliers pour avoir plus d'architectes, ou même améliorer notre route pour nous permettre d'aller chercher des avancements sur les 4 différentes pistes dans le bas de notre plateau. Alors notre mise en place est effectuée, il ne nous reste plus qu'à simuler les cartes choisies par l'autre joueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre visibles. Je crois que je vais retirer complètement le paquet de cartes personnelles puisque de toute façon, ces cartes seront seulement utiles en début d'année. Donc ça ici, ce sera les 2 cartes disponibles par notre adversaire et ça ici, ce sera, tiens, notre défausse de cartes destinées. Alors maintenant, on est prêt à commencer la partie. Le principe de jeu dans Hadrian's Wall est plutôt simple. Tous les joueurs vont jouer simultanément jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'action. Dès que tout le monde a terminé ses actions, on passe à l'année suivante, mais juste avant, on va devoir affronter des vagues de barbares qui vont déferler possiblement dans notre cité. Alors, quelles sont les différentes actions qu'on peut effectuer? Eh bien, il y en a une panoplie. Je ne vais pas les expliquer toutes maintenant, puisque c'est une session de jeu, eh bien, je vais tout simplement vous expliquer les choix que j'aurais faits. Vous devez savoir que les différents ouvriers qu'on a, ainsi que les ressources de pierre, sont toutes des ressources qu'on peut utiliser pour effectuer différentes choses. Alors, je crois que en début de partie, c'est toujours une bonne chose de s'assurer un peu de production et un peu de défense, puisque nous avons choisi, j'avais oublié de le dire, un niveau de difficulté débutant, donc la petite bannière verte ici. On sait qu'en fin de manche, on devra affronter une seule carte d'ennemis, c'est-à-dire que les vagues ennemies vont soit prendre d'assaut le flanc gauche, le flanc droit, ou le centre. Alors, ce serait une bonne chose pour nous de mettre un peu de garnison au centre ou à la gauche ou à la droite, on décidera ça ensemble. Je vais donc utiliser l'un de mes soldats, comme indiqué juste ici dans le mur de garde. Je vais payer un soldat pour venir colorer la case à gauche, la plus à gauche, qui est disponible. Alors, en colorant cette case, je viens de réclamer une cohorte. Alors, je vais pouvoir mettre une garnison soit à gauche, à droite ou au centre. Et pour l'instant, je n'ai aucune idée de la direction que les ennemis vont prendre. Alors, je crois que je vais y aller tout simplement avec le centre. Pourquoi pas? Donc, je vais venir mettre une garnison au centre, juste ici. Et j'ai choisi un marqueur rouge. C'est peut-être un peu moins visible pour les garnisons, mais vous allez voir en cours de partie, c'est la couleur qui, pour l'instant, me semble la plus utile, puisque le noir vient souvent nous empêcher de voir le bonus qu'on vient de colorer. Parfois, on oublie, est-ce que j'ai pris mon bonus ou non, c'était quoi déjà? Alors, le rouge me permet de voir encore le bonus que je viens de rayer. Alors, j'ai utilisé mon soldat, j'en ai un autre. Je pourrais encore une fois mettre une autre garnison. Par contre, puisque cette case ne bénéficie pas du logo de cohorte, à la place, c'est une discipline que je viendrai réclamer, ce qui va me donner des points de victoire en fin de partie, ce qui va me donner des constructeurs, des architectes également à certains moments, et éventuellement peut-être, si j'atteins un certain niveau, je pourrais peut-être construire une merveille également. Alors ça, c'est intéressant, mais je crois qu'à la place, j'ai quelque chose d'autre de prévu pour mon cher soldat. Je vais l'envoyer travailler à la construction de ma forteresse. Alors, on nous indique ici que pour construire la forteresse, on peut utiliser un architecte ou un soldat. C'est fait. Et le logo qui est
l'icône plutôt que j'ai recouvert me dit que maintenant j'ai construit une infrastructure. Alors, à quoi servent les infrastructures? Eh bien, on remarque ici les différents bâtiments de production avec des bannières, avec des chiffres écrits à l'intérieur. Par exemple, le petit hôtel que je devrais construire avant le grand hôtel, bien évidemment, me demande comme prérequis d'avoir un minimum de 2 infrastructures. La deuxième infrastructure est un peu plus loin. Alors, je pourrais m'y rendre en utilisant mes deux bâtisseurs. Ce serait peut-être une bonne chose. Par contre, pour construire mon petit hôtel, ce n'est pas seulement que 2 infrastructures dont j'ai besoin. J'ai besoin également d'un autre architecte, un servant, ainsi qu'un caillou. Alors, voyons voir. Ce que je vais faire, je vais commencer par utiliser un civil. Alors, les civils sont souvent utilisés auprès des citoyens de notre ville, des différentes castes et peuples qui vivent dans notre cité. Alors, on a les traders. J'ai toujours comme traduction libre dans ma tête les échangistes. Ce n'est pas tout à fait le cas, plutôt des marchands. On a ici les performeurs, donc ceux qui vont faire du théâtre, mais également du combat de gladiateurs, donc tout ce qui est divertissement à cette époque. On a également ici l'Église, le clergé, les influenceurs de l'époque, les personnages influents qui vont se rendre au bain parfois pour essayer de faire des magouilles, et finalement ici les patriarches, les fondateurs, les explorateurs également de notre cité. Donc je vais utiliser mon civil pour aller récupérer, la première case ici de mes influenceurs, ce qui me donne immédiatement un architecte supplémentaire. Et vous remarquez, même principe que de l'autre côté, des bannières sous chacun de ces citoyens. Alors, en venant ici colorer ma case numéro 1, eh bien, plus tard, si je décide de construire les bains ou de construire le tribunal, eh bien, on me demandera d'avoir un minimum de participation dans cette caste. Par exemple, pour avoir les bains, je dois avoir au moins 3 civils influents dans cette catégorie. J'en ai seulement un pour l'instant. Alors maintenant, je pourrais utiliser 2 architectes. Tiens, pourquoi pas? 2 architectes pour venir monter 2 fois la piste de ma forteresse, ce qui me donne maintenant 2 infrastructures, ce qui est le nécessaire pour construire le petit hôtel. À noter également, je vais vous en parler immédiatement, que lorsqu'on construit le cipi, qui est un peu comme la palissade de rondins bien aiguisés, ou le mur, on nous demande d'utiliser des ressources comme la pierre. Par contre, vous remarquez qu'il y a des chaînes avec les différentes cases qui sont reliées également aux cases de la forteresse. Ça nous empêche de construire un mur qui est trop loin. Si notre forteresse n'est pas au moins rendue à ce stade, c'est logique, on doit d'abord construire la forteresse pour ensuite améliorer son mur. Donc, présentement, j'ai seulement atteint les 3 premières cases ici de ma forteresse. Donc, j'ai seulement ces chaînons qui sont disponibles pour l'amélioration. Je viens d'utiliser une pierre. Je vais donc construire un premier segment de mon mur, ce qui me donne un civil supplémentaire. Alors, voilà. À noter également qu'on ne peut pas décider allègrement, comme bon nous semble, de continuer d'améliorer quoi que ce soit là-dedans. On a 3 différentes sections. Alors ici, on a granary, je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction française, mais on a la petite granary juste ici. Alors on ne pourra pas progresser dans la deuxième partie tant qu'on n'aura pas d'abord construit son amélioration, et même chose pour la 3e partie de ce côté. Donc maintenant, je crois qu'on pourrait très bien construire tout de suite une amélioration pour notre production. On va utiliser un serviteur ou un esclave, un architecte ainsi qu'un gros caillou
pour venir construire le petit hôtel. Alors j'aime bien me mettre des petits points rouges à côté du nom des bâtiments, bien que nous devons colorer le point rouge juste ici pour nous rappeler qu'on a construit cet hôtel. Et je vais tout toucher immédiatement un civil supplémentaire. À quoi sert cet hôtel? Eh bien, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est un bâtiment de production qui va me produire un civil supplémentaire au début de chaque année à partir de maintenant. On a maintenant plein de civils et plein de cailloux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, les cailloux peuvent être utilisés pour construire pratiquement n'importe quoi, pour activer également certains bâtiments de l'autre côté, sinon pour améliorer notre palissade, notre mur. Je crois que c'est dommage, on n'a plus de serviteurs pour augmenter notre production de cailloux. On a beaucoup de civils par contre. Alors je crois qu'on va en profiter. On va utiliser un civil pour venir être un peu plus influent auprès du clergé, ce qui va nous donner un serviteur. Et je crois que on va également être... on va vraiment axer sur le clergé, en fait. Alors, on va envoyer 2 civils supplémentaires au clergé, ce qui va me donner un autre serviteur. Et maintenant, j'ai 3 influences auprès du clergé, ce qui est assez pour construire le petit temple et éventuellement le temple médium, presque assez pour construire également les petits jardins qui nous donnent de grandes améliorations gratuites instantanément. Alors, vous remarquez que tous les civils qui sont ici, tous les citoyens plutôt, nous demandent soit un civil pour augmenter dans leur piste ou un symbole qui est associé à leur catégorie. Ces symboles peuvent être récupérés de différentes façons de ce côté. Maintenant, nous avons nos 2 servants, alors serviteurs, que nous allons utiliser juste ici pour aller récupérer à la mine des ressources. Alors, mon premier serviteur ne me donne rien. Mon second va me donner 2 choses. Le petit marteau m'indique que j'augmente ma production de cailloux. Je vais maintenant en produire 2 au début de chaque année. Et j'avais un caillou supplémentaire en dessous. Alors, je le mets là. J'ai maintenant 3 cailloux. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 cailloux? Plusieurs choses. Je pourrais construire un petit atelier. Par contre, il me faut 3 infrastructures. Ce n'est pas assez. Je pourrais également utiliser mes cailloux de ce côté dans les bains. Par contre, je n'ai pas encore construit les bains. Les bains vont m'être très utiles avec mon objectif, puisqu'ils permettent d'influencer la vie des gens très fortement. On va pouvoir ainsi annuler le dédain qu'on aura peut-être obtenu en cours de partie. Alors, on va certainement vouloir construire les bains assez rapidement pour essayer de rencontrer notre objectif. Toutefois, en début de partie, ça m'aurait étonné qu'on ait pu réussir à construire cela. C'est pourquoi je vais utiliser plutôt 2 cailloux dans mon mur, juste ici. Alors, un caillou et 2 cailloux pour avoir un civil supplémentaire. Je ne peux plus continuer la progression de mon mur puisque j'ai atteint la case maximum de ma forteresse. Je pourrais toutefois continuer mon CP. Est-ce que c'est ce que je veux? Je crois que je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je crois que je vais vous montrer, en fait, une bonne chose à savoir, c'est que toutes les ressources que nous n'avons pas utilisées à la fin de la manche, une fois qu'on n'aura plus d'actions disponibles, vont être perdues. Alors, on veut utiliser le maximum de nos ressources. Je vais donc utiliser ce caillou, oui, effectivement, pour venir construire la première case de ma palissade de rondins bien aiguisés, qui ne me donne rien pour l'instant. Et je vais utiliser mon dernier civil auprès des artistes, ce qui va me donner un architecte. Architecte que je vais utiliser immédiatement d'une façon spéciale. Alors, les bâtisseurs sont très efficaces pour construire, pour améliorer, c'est vrai, mais puisqu'ils sont très physiquement, normalement équipés,
eh bien, on peut les entraîner pour devenir des soldats. Et c'est ce que je vais faire avec cet architecte. Je vais l'entraîner au combat. Alors, j'ai le droit à un entraînement par année. On est à la première année. Alors, je vais indiquer ici dans la case. Première année, c'est fait. Je ne pourrai pas améliorer d'autres bâtisseurs cette année. Et je vais récupérer tout de suite une épée. On m'indique ici que dans le mur de garde, je peux soit envoyer des soldats ou des bâtisseurs entraînés, des épées. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon épée juste ici. Ça me donne un casque de discipline. Je vous amène dans les 4 pistes complètement dans le bas de mon plateau. Et je vais colorer la première case. Ces 4 pistes, la renommée, la piété, la valeur et la discipline, sont des points de victoire en fin de partie. Selon l'emplacement où on termine dans chacune de ces pistes, on va réclamer des points de victoire correspondants. Et selon nos avancements, on peut également récupérer des avantages ou des ouvriers. À partir de ce moment, je n'ai plus aucune ressource. Je n'ai rien que je peux faire sans au moins devoir payer quelque chose, c'est la fin de l'année en cours. La première chose qu'on va faire à la fin de l'année, eh bien, c'est d'affronter les troupes barbares qui se dirigent vers notre cité. Pour ce faire, on consulte le niveau de difficulté de la partie. On a choisi difficulté débutant et on va piocher ce nombre de cartes à partir du paquet de destinée. Donc, une seule carte, on la pioche et on la retourne et on nous indique dans la partie du haut on est très chanceux. Quelle cohorte est-ce que les barbares vont prendre pour assaut? Alors, ils ont décidé d'attaquer la cohorte centrale. Une seule attaque, on a une défense, on a réussi à repousser les troupes ennemies. Et maintenant, on doit venir consulter la petite légende en bas. Lors de la défense de notre cité, est-ce qu'on a réussi à repousser l'ennemi ou on a échoué? Nous avons réussi, on va donc toucher un avancement dans la piste de valeur. Imaginons que nous ayons échoué, que les barbares aient décidé de prendre pour assaut l'une des autres cohortes, eh bien on aurait, dans le cas d'un échec, récupéré un dédain. J'aurais simplement encerclé l'un de ces emplacements juste ici, ce qui nous ferait perdre des points en fin de partie et qui nous éloignerait de notre objectif. Éventuellement, il est possible de piocher plus de cartes. Imaginons que nous avions pioché ces 2 cartes-ci pour l'attaque en cours. À ce moment, on aurait réussi à bloquer une attaque, mais la deuxième aurait passé et on aurait dû à ce moment être pénalisé. Pour savoir quelles sont nos récompenses, quelles sont nos pénalités, eh bien, on va consulter la bannière grise juste ici. Imaginons donc que c'est le résultat que nous aurions obtenu à la 2e année. Alors, la première attaque aurait réussi à passer. Donc, il y en a une qu'on n'aurait pas réussi à bloquer. On aurait donc réclamé un dédain. Et toutes les autres attaques, dans ce cas-ci, on a réussi à les bloquer. On va donc faire la différence entre la valeur de la bannière, 2 moins 1. On va donc réclamer une récompense supplémentaire. Même si on en avait bloqué 4 attaques supplémentaires, on aurait seulement eu 1 de différence. On aurait récupéré un avancement sur la piste de valeur. Et c'est la fin de l'année en cours. À partir de ce moment, on doit se préparer pour la prochaine année. Donc, première étape, c'est de dévoiler une nouvelle carte destinée. Tous les joueurs vont récupérer les ressources et ouvriers indiqués sur cette carte. Donc, 2 soldats, un bâtisseur, 2 serviteurs, 2 civils, une pierre. Par la suite, on va piocher 2 cartes de notre paquet personnel. On va devoir faire un choix d'objectifs et un choix de ressources et d'opportunités pour la manche en cours. On a déjà 2 soldats. Je crois que nous allons essayer d'être un combattant, c'est-à-dire qu'on va être récompensé pour les cohortes complètes. On va devoir vraiment s'équiper côté défense si on veut réclamer des points en fin de partie pour cet objectif. On va donc placer ça ici, c'est-à-dire que maintenant, on va réclamer la récompense sur celle-ci, c'est-à-dire un bâtisseur et un civil supplémentaire. On a presque terminé maintenant. Il nous reste notre production. On a 2 cailloux supplémentaires grâce à notre production minière et notre petit hôtel va nous donner un civil. Alors là, on est bien équipé pour avoir de l'influence auprès de nos citoyens. On doit maintenant dévoiler 2 nouvelles cartes qu'on n'a pas encore utilisées. C'est normal, il y a tellement de possibilités dans ce jeu que c'est possible qu'on fasse une partie complète en ignorant toujours les opportunités qu'on a de ce côté.
Nous sommes donc prêts à débuter cette deuxième année de la construction du mur d'Adrien et je crois qu'au terme de cette année, vous aurez un bon aperçu de comment jouer à ce jeu. Alors allons-y. J'ai pas vraiment fait de plan, mais je vais essayer de vous montrer différentes opportunités que le jeu offre. Choix qui ne seront certainement pas les plus stratégiques, mais qui vont vous donner tout de même un aperçu des possibilités. Alors la première chose, je crois, que nous allons faire, c'est d'utiliser deux de nos civils. Alors, les civils, on s'en souvient, sont très utiles pour gagner de l'influence auprès des différentes castes de notre cité. Alors, je crois qu'on va utiliser notre premier civil pour gagner un peu d'influence auprès des patriarches. Alors, notre premier civil va nous donner une pierre et le deuxième, rien du tout. Alors, je vais chercher une pierre dans la réserve et on va mettre ça de côté. Par la suite, je vais utiliser l'un de mes soldats pour utiliser l'une des actions disponibles grâce au patriarche. Alors, chacune de ces castes nous donne accès à au moins deux types d'améliorations. Certains sont des bâtiments qui vont donner des avantages tout au long de la partie. Certains vont donner des nouvelles actions qui jusqu'à présent ne sont pas disponibles. D'autres des avantages passifs, des avantages immédiats. Et pour ce qui est des patriarches, eh bien, on a deux choix. On peut décider de recruter des diplomates qui vont nous donner de la valeur et qui vont nous donner également la possibilité d'annuler complètement une attaque ou deux dans une section de notre cité qu'on aura déterminée à l'embauche de ce diplomate. Alors, bien qu'on décide, par exemple, que ce diplomate va protéger la section de gauche, et bien si aucune vague ennemie ne passe par cette section, le diplomate ne servira à rien. Mais de mon côté, ce n'est pas cette fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction d'exploration. Alors, on va envoyer nos patriarches à dos de chevaux pour explorer les environs. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir besoin d'au moins deux influences auprès des patriarches. C'est fait. Je vais devoir payer un soldat. Alors, j'ai un soldat supplémentaire juste ici. En fait, j'ai déjà payé mon soldat, c'est vrai. Alors, j'ai déjà payé mon soldat pour faire ceci. En tout cas, je suis pas mal certain. Est-ce que j'avais fait quelque chose d'autre avec mon soldat? Non. J'ai payé mes deux roches et c'est tout. Alors, mon soldat est déjà payé. Je vais donc utiliser le cheval qui est juste ici pour effectuer une action que nous n'avons pas vue jusqu'à présent. Vous vous souvenez de ces cartes qu'on met de côté au début de chaque manche? Eh bien, elles peuvent être utilisées en cours de partie pour deux choses. Pour la forme qui est juste ici, qui va nous permettre d'explorer la grille qui est là, ou pour les biens commerciaux et leur valeur qui va nous permettre pour la formation des échangistes. Alors, de mon côté, ce sont les formes qui m'intéressent. J'ai toujours accès à cette disposition. Alors, ça représente un trajet que mes explorateurs vont effectuer dans la région. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, je dirais que c'est davantage cette forme-ci. Alors, j'ai toujours accès aux dispositions de mes adversaires. On se rappelle que ces deux cartes simulent la présence de deux autres joueurs. À ce moment, je vais donc placer mon soldat que j'ai payé sur cette carte. Et cette carte, en fin de partie, va me pénaliser. Si je me souviens bien, elle va tout simplement représenter un assaut supplémentaire de l'ennemi sur ma cité pour chacun des soldats que j'ai envoyés. Mais je vais maintenant pouvoir placer cette forme que je peux retourner, mettre de façon miroir également dans ma grille. Alors, j'ai 4 cases. Je vais tout simplement prendre les 4 cases qui sont juste ici et je vais bien évidemment réclamer les récompenses que je recouvre. Dans ce cas-ci, 2 pierres. Alors, 2 pierres qui s'ajoutent à ma réserve. Et si je voulais continuer d'explorer, pas de problème, ça va continuer de me coûter des militaires, des soldats, mais là, je vais devoir
continuer d'augmenter mon influence auprès de cette caste ou de cette formation, chose que je ne veux pas faire immédiatement. À la place, je crois que je vais continuer d'améliorer ma défense. Donc, je vais utiliser un soldat pour venir récupérer l'icône de cohorte qui va me donner la possibilité d'améliorer l'une des 3 cohortes. On se souvient qu'on sera récompensé en fin de partie si on a réussi à compléter des cohortes complètes, sauf qu'en début de partie, on veut également s'assurer une bonne défense. Donc, je vais aller mettre une garnison de ce côté. On sera donc protégé contre une seule attaque au centre et une seule attaque à droite. Advenant le cas où à la fin de l'année, les 2 attaques qui nous prennent d'assaut vont du même côté, eh bien on en bloquerait une, mais l'autre passerait nos défenses. Alors on va espérer qu'elles soient réparties dans ces 2 secteurs. Maintenant, je crois que je vais essayer de vous montrer la construction d'un bâtiment spécial. Pour cela, je vais utiliser un civil que je vais envoyer auprès du clergé, ce qui me donne un avancement en piété. Alors, on se souvient que ça, ce sont des points de victoire, et c'est en grande partie les avancements sur ces pistes qui nous donneront des points de victoire en fin de partie. Et maintenant, je vais tenter la construction d'un petit jardin. Alors, on me demande comme prérequis d'avoir au moins 4 influences avec le clergé. C'est fait. Je dois payer un serviteur. Je dois payer également un bâtisseur, un architecte, ainsi qu'un caillou. Alors, j'ai tout payé. Alors, j'aime bien, comme je vous le disais, me mettre un petit point rouge à côté du nom des bâtiments, puisque lorsque je passe mon regard rapidement sur mes éléments, ce sont souvent les noms et les prérequis que je regarde en premier. Alors, je m'indique comme ça de façon instantanée que j'ai déjà fait la construction de ce bâtiment et je vais réclamer les 4 avantages qui sont juste ici. Le premier étant un autre avancement sur la piste de piété. Alors, on va pouvoir éventuellement aller récupérer les serviteurs. Et 3 icônes qui représentent les différents citoyens de ma ville. Donc, une influence gratuite auprès des échangistes, comme je le disais. Alors, les échangistes vont nous donner un serviteur, un avancement auprès des artistes qui ne nous donneront rien pour l'instant, et une influence auprès du clergé qui va nous donner un serviteur supplémentaire. Alors, les jardins vont nous donner beaucoup d'avancements gratuits, ce qui nous fait sauver des civils, comme je vous le disais en début de vidéo. Lorsqu'on veut augmenter notre influence auprès des citoyens, on doit payer un civil ou récupérer un de ces icônes particuliers, principalement auprès du clergé. Donc, les grands jardins nous demanderaient d'avoir 7 influences, on est à 5 pour l'instant, et nous donnerait des avancements dans tous les types de citoyens. C'est tout de même assez puissant puisque ça nous évite de devoir payer de précieux civils pour le faire. Ça nous permet de progresser plus rapidement. Avec ce qu'il nous reste, je crois que on pourrait bâtir autre chose, mais je crois qu'on va un petit peu utiliser... je crois que je vais utiliser mon... Ouh là là! Alors là, on est dans une impasse. Ou pas vraiment une impasse, mais c'est qu'on a trop de possibilités. On a beaucoup de pierres. Alors les pierres sont utilisées pour construire, c'est certain, mais je ne suis pas certain qu'on réussira à toutes les utiliser. Alors je suis porté à les envoyer au CP, à notre palissade de rondins bien aiguisés, ou dans notre mur. Le problème, c'est que notre fortification n'est pas assez avancée encore. Donc je vais utiliser mon dernier architecte pour avancer ma fortification, ce qui va me donner un civil immédiatement et qui vient de me débloquer 2 chaînons pour l'avancement de ma palissade et de mon mur. J'aimerais bien continuer à améliorer mon fort, ma fortification, mais je n'ai plus de soldats, je n'ai plus
d'architecte, il y a peut-être une solution pour effectuer cette action quand même. Je vais y revenir dans quelques instants. Je vais commencer à écouler un peu de roche. Alors, je vais utiliser un caillou pour construire mon mur, ce qui me donne un avancement dans la piste de renommée. On n'en avait pas obtenu jusqu'à présent. Ainsi qu'une autre garnison. Alors là, je vais espérer qu'on n'ait aucune attaque à gauche et je vais mettre tous mes efforts sur le centre que je vais tenter de défendre le plus possible en essayant de terminer cette cohorte également rapidement. Un caillou supplémentaire que je vais envoyer au CP, juste ici. Alors, le prochain avancement dans ma palissade me donnera une cohorte. Oh, et là, ce que je vais faire, je vais utiliser, oh, je suis vraiment embêté. Alors, je vais vous expliquer une possibilité qu'on a en tout temps durant la partie. Ben, je dis en tout temps. Maximum une fois par année, jusqu'à concurrence de 4 fois dans la partie, on peut aller au forum pour transformer 2 ouvriers en un ouvrier d'une autre couleur. Alors, je pourrais très bien transformer ces 2 serviteurs en un bâtisseur pour effectuer l'action de mon choix. La chose que je suis en train de me demander, c'est est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou j'envoie mes serviteurs à la place augmenter ma production? De toute façon, je ne peux pas augmenter la production qui est ici puisqu'elle est dans le prochain secteur de ma cité et il faut que je construise cette amélioration avant de faire ça. Je vais donc utiliser 2 civils. Alors, 2 civils que je vais envoyer en bas ici. Alors, un civil auprès des patriarches qui va me donner un soldat et un autre civil qui va me donner un avancement en renommée. Alors, j'ai un soldat ici. Renommée, on continue d'avancer. Les prochains avancements de la renommée et de la piété vont nous donner des travailleurs gratuitement. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Je vais utiliser mon soldat nouvellement recruté pour avancer la construction de ma forteresse, ce qui me donne 3 infrastructures maintenant. 3 infrastructures me permettent de construire le petit atelier qui va me coûter 3 roches. Oh, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Je crois que je vais faire ça immédiatement. C'était même pas prévu. Alors je vais utiliser... Ce que je voulais faire en fait, c'était d'avoir une opportunité d'utiliser mes roches. Alors, ça me donne vraiment une bonne idée. Alors, je vais utiliser mes 3 roches pour construire mon petit atelier. Alors, ça va me donner maintenant une production d'architecte une fois par année et immédiatement un architecte. Alors, voilà, le meilleur des mondes. Je vais maintenant utiliser cet architecte nouvellement disponible pour continuer la construction de ma palissade, de mon mur, ce qui me donne un civil. Je vais maintenant... Est-ce que je transforme mes serviteurs? Voyons voir. Dans la construction de nos bâtiments ici, on aurait ces bâtiments-là qui me permettraient d'utiliser les serviteurs et les civils pour les activer. Par contre, je n'ai pas le nécessaire du tout pour ce faire. Alors, on peut oublier ça pour l'instant. De ce côté, je ne suis pas assez équipé pour construire le théâtre. D'ailleurs, le théâtre va me permettre, en contrepartie de quelques cailloux, d'aller récupérer des avancements de différents types, soit dans les pistes, soit des ouvriers, ou soit auprès de certains citoyens. L'arène va me permettre d'entraîner des gladiateurs qui vont devenir de plus en plus efficaces. Je vais les faire s'entraîner contre des serviteurs ou contre des civils. Ils vont pouvoir même, si je le désire, se battre. S'ils meurent au combat, on va récupérer de la piété. S'ils gagnent, on va gagner de la renommée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, du côté des temples,
On peut payer n'importe quel ouvrier pour aller récupérer parfois rien du tout. Alors ici au temple, la première visite, c'est comme si on envoyait quelqu'un en pèlerinage. Alors le premier pèlerinage ne donne rien, mais le deuxième va nous donner des avancements ainsi que des pactes qu'on va pouvoir signer, justement un peu comme les diplomates qui vont nous permettre d'annuler les attaques dans certaines zones. Les bains vont nous permettre de gagner de l'influence, qui va nous permettre d'annuler le dédain qu'on aura peut-être obtenu. Pour l'instant, on gère bien le dédain. De ce côté, le tribunal va nous permettre de transformer des ouvriers. En fait, on va pouvoir tout simplement ici gratuitement récupérer des serviteurs. De ce côté, on peut transformer un bâtisseur en 2 serviteurs. Et de ce côté, on peut transformer un serviteur en bâtisseur. Et je vous ai déjà expliqué un peu la diplomatie en bas. Donc, je crois, regardant les possibilités qui s'offrent à moi, je crois que je vais transformer ces 2 serviteurs au forum. Alors, je vais écrire le numéro de l'année en cours. On est dans la 2e année. Je vais colorer mon ouvrier pour indiquer que j'ai effectué cette action. Je vais récupérer un bâtisseur. Donc, une fois par année, je ne peux plus faire cette action. Je vais utiliser mon bâtisseur maintenant pour avancer la construction de ma fortification, ce qui va me donner un avancement dans la piste discipline. Et bientôt, si on veut continuer à améliorer notre mur, notre fortification et tout ça, on devra construire le prochain segment. Je vais utiliser mon serviteur pour augmenter ma progression dans la forêt, bien que ma production n'augmente pas tout de suite. Et mon dernier civil, je vais l'envoyer... Ah tiens, je crois que j'ai une idée. Je vais l'envoyer auprès des patriarches. Alors, prochaine année, je pourrai continuer mon exploration. J'aurai beaucoup d'influence, ce qui me donne un caillou. Et je vais utiliser ce dernier caillou. J'ai 2 options. Soit pour augmenter ma palissade de rondins bien aiguisés, ce qui va me donner une cohorte supplémentaire, ou aller construire un mur qui me donnerait un autre civil que je pourrais utiliser immédiatement. Mais je crois que là, puisqu'on est à la fin de la manche de l'année, ce qui est prioritaire, c'est vraiment les cohortes de défense. Alors, je vais aller récupérer une autre cohorte. Et là, j'aurais vraiment la possibilité de mettre des garnisons de tous les côtés. Mais en même temps, je veux vraiment progresser au centre, alors c'est ce que je vais faire et je vais espérer que les 2 attaques ne viennent pas du flanc gauche. Ça me donne donc un avancement en discipline. Oh, j'avais pas vu ça, j'avais pas prévu ça. Et j'ai un bâtisseur. Est-ce que je peux l'utiliser? Un bâtisseur seul est assez limité. Je peux l'envoyer du côté de la forteresse, mais je ne peux pas puisque je n'ai pas construit l'autre segment. Je n'ai rien construit de ce côté qui me permet de payer un seul ouvrier. Les bâtisseurs peuvent être utilisés pour construire des merveilles également. Par contre, on est loin d'avoir atteint ce stade encore seulement la 2e année. C'est pourquoi je vais l'envoyer s'entraîner comme un peu plus tôt. On est à la 2e année. Alors, il va devenir maintenant un combattant entraîné. Et comme ça, bon, même s'il ne me donne rien immédiatement, il ne sera pas perdu puisque la prochaine fois, je pourrai gagner de la discipline et éventuellement un avancement dans les cohortes. Alors, c'est la fin de l'année, on n'a plus d'actions disponibles. Maintenant, on va piocher 2 cartes parmi la pioche et on va devoir résoudre ces attaques de barbares. La première va prendre d'assaut le centre, elle est donc bloquée pour l'instant. Et la deuxième va prendre le flanc droit d'assaut. Les 2 attaques sont donc bloquées avec succès. On va donc, puisqu'on a réussi à bloquer la vague complète, consulter la valeur de bannière juste ici. La valeur est de 2. Je vais donc réclamer 2 fois ma récompense. 2 valeurs pour avoir repoussé 2 attaques. Ce qui va me donner
un soldat. Et là, vous vous souvenez, je vous disais que tout ce qui n'est pas dépensé est perdu. C'est vrai, juste avant d'effectuer mon attaque, s'il m'avait resté des ressources, j'aurais dû les défausser. Donc, ce soldat va être conservé pour la prochaine année. Et maintenant, on serait prêt à débuter notre 3e année, mais je vais m'arrêter ici puisque l'objectif de cette vidéo était surtout de vous donner un aperçu de comment on peut y jouer dans une configuration en solitaire. Alors voilà pour ce qui était du début de cette session de jeu de Hadrian's Wall. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile également afin de faire un choix pour déterminer s'il s'agit d'un titre qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans la section commentaires. Laissez-moi un pouce vers le haut également si vous avez bien apprécié la présentation d'aujourd'hui. Faites un tour sur notre campagne Patreon. Le lien apparaît présentement dans le coin de l'écran pour nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine!